Première question. À côté de kiosque des Noctambules. Là-bas? Ouais, elle est là. C'est un écrin dont le nom fait rêver, mais que même les Parisiens connaissent mal. Que symbolisent, à votre avis, les deux coupoles, l'une rouge et l'autre bleue? Alors, C'est facile. alors qu'est-ce que c'est? Alors? Le soleil. Ah, bah oui, la lune et le ciel. Et les colonnes de Buren. Allez. Mathilde et Michel habitent Montmartre. Avec Paul, leur fils de 7 ans, ils ont téléchargé sur Internet pour 20 € un jeu de piste sur le Palais On est Royal. cap ou on n'est pas cap? Un qui se tient et l'autre qui tire. 2 heures ponctuées d'énigmes et de défis ludiques. Ah, c'est bon. T'as gagné. Tiens, je t'en prends un. Regarde sur ton... C'est bon, j'ai trouvé. Il est là. Ah ouais. Le mini canon. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est que le canon, il est minuscule, alors que d'habitude, les canons, en vrai, ils sont pas minuscules. Minuscule, le jardin, lui, ne l'est pas. Un domaine de 2 hectares, édifié par Richelieu en 1628. C'est sur ces pelouses que Louis XIV, enfant, a joué. Le Palais Royal a ensuite abrité fêtes extravagantes et cercles de libertinage. Au 19e siècle, le Palais Royal, c'est le centre névralgique de Paris. 400 boutiques quand même, hein. Vous avez ganterie, parapluie, articles pour fumeurs, bijouterie, joaillerie, estampes licencieuses. Devenu plus sage, il reste une ruche, pas un musée. Un centre névralgique de la République, avec le Conseil d'État, le ministère de la Culture et le Conseil constitutionnel. C'est magnifique, non? Un pôle artistique aussi, avec notamment la Comédie Française. Sur ce cheval, il y avait les 2 frères. Et même un haut lieu de la gastronomie. Hein? La nouvelle récolte. Oui. Parfait. Donc le carré d'agneau, chou calé compoté, pas plus que. Un domaine clos comme un cloître que seule une poignée de privilégiés a la chance d'habiter. Chaque matin, depuis 40 ans, Claude Helleux médite face à la fontaine. Romancière, critique littéraire et musicale, Claude a acquis cet appartement avec son 3e mari fortuné. 300 mètres carrés en duplex, meublé d'œuvres d'art, d'antiquités, témoin d'une vie extraordinaire. Il y a des gens, tout leur argent, c'est pour voyager. Moi, je voyage ici. Enfin, je suis devenue amoureuse du Palais Royal. Et c'était ma plus grande fidélité. J'ai jamais été fidèle à un homme aussi longtemps qu'à ce jardin. Un appartement historique. C'est l'ancien logement de l'écrivain et ministre de la Culture André Malraux et de sa compagne, la poétesse Louise de Villemorin. Une pièce ici, qui était la chambre de Malraux d'ailleurs, et qui est mon foutoir. Et alors, les salles de bain arrangées par Louise de Villemorin, tous les robinets étaient en vermeil. La douche, de la baignoire. Tout le monde veut me les piquer, mais j'y tiens beaucoup. Claude loue régulièrement son appartement pour des tournages de films. Dans cette cuisine, s'est assis pendant plusieurs mois Fabrice Lucchini. Parce que moi, je fais du café à la chaussette. Comme autrefois, je n'ai pas de machine. Un café à la chaussette pour Jacques Roussel, son voisin d'en dessous. Le mètre carré au Palais Royal atteint désormais les 60 000 €. C'est le quartier le plus chic, le plus cher de Paris. Un luxe que Claude et Jacques ne pourraient plus se payer aujourd'hui. On va se retrouver ici un jour avec une population qui n'aura plus rien de typiquement parisien, comme vous,
ou moi, les vieux habitants de Paris, comme les vieux habitants de Venise, sont chassés du centre-ville. Il n'y a pas un parking dans le quartier et tous les parkings sont pleins. Il faudra qu'il n'ait pas de personnel parce que pour aller dans la cuisine, il faut traverser le salon et qu'il n'y a pas de chambre de service. C'est pas un lieu pour le luxe. C'est pas un lieu pour recevoir. Il faut de l'argent parce que ça coûte cher, mais c'est pas pour un luxe ostentatoire. Oui, mais le lieu va intéresser de plus en plus que des grosses fortunes. Je crois pas. Jacques habite sous l'étage noble de Claude, à l'entresol. Il connaît le palais royal depuis son enfance. Et voilà, mon arrière-grand-père est là, avec dans le jardin, à l'angle. Son épouse Patricia et lui ont acheté cet appartement il y a 20 ans. Il y a une époque, c'était pas cher du tout. Dans notre enfance, le Palais Royal était un endroit triste. Très triste. C'est en fait la première HLM, ici. C'est avec la première galerie marchande au monde. Galerie marchande couverte, où on pouvait se promener, ce qui était astucieux. Et les appartements de rapport pour être loués relativement bon marché. C'est pour ça qu'il y avait toutes les prostituées, Ici, c'était un haut lieu de la prostitution. Ces entresols valent désormais 20 000 € le mètre carré. Jacques vit au Palais Royal, il y travaille aussi. Dans l'une des 42 échoppes installées sous ces arcades, la plupart sont des boutiques insolites. Il n'a que quelques dizaines de mètres à parcourir à travers les jardins pour rejoindre sa caverne d'Ali Baba. Sur 80 mètres carrés, 200 000 figurines de BD et soldats de plomb. On y vient de la terre entière. Ses clients sont écossais. Elle est très belle. Ma maison est remplie de Tintin. Et de Capitaine Haddock aussi. You look like Captain Haddock. On vient de Washington. J'ai découvert cette boutique lorsque j'étais enfant et je voulais absolument emmener mon fils ici. Tu veux un cheval ou un alligator? Un alligator. La plupart des figurines de plomb sont sculptées puis coulées au sous-sol, dans les entrailles du Palais Royal, par Benjamin, 32 ans. Il prend peu à peu la relève de Jacques et Patricia. Alors ça, c'est une figurine d'un personnage incarné par Antoine de Caunes. Il nous a demandé, écoutez, faites-moi en Didier Lambrouille. Hélène, sa compagne, peint ensuite la figurine. L'animateur télé et homme de cinéma n'a plus qu'à venir chercher sa commande. Ah ouais, bien. Bien. La boîte de baseball en métal, on a trouvé que c'était plus sympa. Ouais, très bien, ça me plaît beaucoup. Non, mais c'est émouvant. J'ai l'impression d'être un petit soldat napoléonien. Parce que je peux pas... Une figurine sur mesure coûte 300 €. Juste à côté, un autre bric-à-brac, celui-là réservé aux fumeurs. Même les chefs d'État se fournissent dans l'antre de Raquel Van Gogh. Je ne sais pas si vous avez exactement ce que je cherche. En fait, c'est pour mon grand-père. Ah, ok, d'accord. Mon anniversaire, fête 90 ans. C'est là, vous voyez? Celle-ci me plaît bien, oui. Après avoir été informaticienne, puis chanteuse aux côtés de Jean-Jacques Debout, Raquel vend des pipes de collection depuis 25 ans. Le pape Jean-Paul II lui en avait acheté une. Elle reçoit ce jour-là l'appel d'un roi. Monsieur, je crois qu'il y a beaucoup de circulation. Oui, vous voulez que je vous attends? Non, c'est pas la peine pour la prochaine fois. Ah, d'accord. Le roi Mohamed VI est un habitué. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer aussi par WhatsApp ou ce que vous voulez, je peux vous envoyer ce que j'ai, si ça vous plaît. D'accord. D'accord? Raquel filme avec son téléphone une sélection de briquets et fume cigarette. C'est là, c'est de l'ombre, argent et or. Des objets qu'elle expédiera au monarque marocain lorsqu'il aura fait son choix. Laurent Stocker travaille lui aussi au Palais Royal, mais pas dans une boutique. Il fait partie des 39 sociétaires de la Comédie Française, créée par Molière en 1680. Moi, je laisse toujours la porte de ma loge ouverte. C'est assez spartiate.
Et puis voilà, là on a les stores du Conseil constitutionnel pour que ce soit de la même couleur. Ils nous ont mis les mêmes stores. Il y a 7 loges seulement sur les colonnes de Buren. Là j'allume, linge général, hop, et voilà. C'est là que commence l'angoisse. Tu me donnes envie de vomir, rentre à Munich, enfin je serai délivré. Tout acteur entre à la Comédie Française comme pensionnaire, puis peut être élu par ses pairs, sociétaire. Un contrat d'au moins 10 ans et une discipline d'athlète de la scène. Moi je m'y ferai jamais. Tu acceptes tout si je me bats, je te crache dessus, tu me donnes envie de vomir, rentre à Munich. Je me mets à plat ventre. 14h, dernier rituel avant de jouer La Nuit des Rois de Shakespeare. Voilà, ça c'est vraiment l'odeur de La Nuit des Rois. Depuis sa loge, Laurent peut entendre le public qui arrive. Parce que ça, par exemple, ça c'est un moment de... C'est joyeux et en même temps c'est l'enfer, quoi. Mesdames, Messieurs, début de représentation dans 10 minutes. Nous allons nous retrouver au foyer pour un petit raccord chant, s'il vous plaît. Rendez-vous au foyer pour le raccord chant, s'il vous plaît. Début dans 10 minutes. 10 minutes. La pièce de Shakespeare dure 2h45, sans entracte. La mise en scène est audacieuse. Denis Podalides, en petite tenue. Et entre deux tirades d'époque, des apartés improvisés sur l'actualité. Alors, dis donc, Andrew, tu as vu qu'en ce moment, les gilets jaunes bloquent tout un peu partout. Ouais, tu vois, et là, tu vois, moi j'ai un pourpoint doré, c'est l'ancêtre du gilet jaune. Ah ouais. Toby, je t'ordonne d'arrêter ça, alors rien ne changera jamais ici. Vendus entre 5 et 40 €, les 862 fauteuils seront tous réservés jusqu'à la fin des représentations. Le taux de remplissage annuel de la Comédie Française est de 95%. Voilà, c'est fini. Je vais aller enlever le reste du sang. Bon, là, il n'y en a presque plus, mais après, je vais aller prendre une douche parce que c'est quand même bien fatigant. Là, ils sont déjà, vous voyez, au bout, en train de démonter La Nuit des Rois pour monter la Locandira, le spectacle qu'on va jouer ce soir. 975 levées de rideaux par an, 3 représentations par jour, 7 jours sur 7. Laurent Stocker joue 3 pièces en alternance. À peine le temps de se faire couper les cheveux au 5e étage. Bonjour. Alors, voilà, Véronique Baudin qui me coupe les cheveux depuis 17 ans. Je recoupe quand même un petit peu partout. Hein. Ouais, bah, tu fais léger, quoi. Fais pas n'importe quoi. Hein. Elle le fait pas bien, mais comme elle le fait vite, c'est elle que je viens voir. Véronique règne aussi sur un stock de 1000 perruques. En avançant dans le temps, on se retrouve avec des perruques trop petites pour les comédiens. Parce qu'on a pris la grosse tête. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Et je sais qu'au costume, ils ont exactement le même problème au niveau des chaussures. C'est-à-dire que plus on avance, plus les têtes grossissent. Plus on est intelligent et plus on a des grands pieds. Voilà, je pense que c'est bien résumé. Perruques, chapeaux, costumes, tout est fabriqué sur place. L'unique troupe permanente de France emploie 500 salariés, 70 métiers d'art différents. On fait aussi de la plomberie pour un futur projet, Galilée. Et donc on est déjà en train de préparer une baignoire en zinc trouvée sur le Bon Coin, qui nous aide beaucoup. On trouve beaucoup de choses sur le Bon Coin. Et on doit essayer d'installer tout un système d'évacuation sur le plateau pour pouvoir la vider en scène. Il y a un vieux gramophone qui a servi sur plein de pièces. Donc là on est en train d'essayer de le réparer pour que le plateau tournant refonctionne. Me barrer. Laurent Stocker se maquille pour la Locandiera, son 2e rôle de la journée. 13,83. Oui, Stéphanie, c'est Laurent Stocker. Il me manque le tablier de Fabrizio. Tu peux le dire à Alix qu'elle le descende. Merci beaucoup. Voilà, donc là, je regarde si mes accessoires sont prêts. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas fumeur dans la vie, mais j'ai des cigarettes roulées sans tabac, que je vais allumer subrepticement avec un briquet moderne aussi, même si on est au XVIIIe siècle. C'est du toc, tout ça. Voilà, Michel Villermoz. Voilà. Il fait 3 spectacles en même temps, il va en répéter un autre. Il a 6 enfants en bas âge, 3 pensions alimentaires. On n'a jamais vu ça. On ne sait pas comment il fait. Qu'est-ce que vous désirez, monsieur? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On ne se conduit pas comme ça dans une auberge honorable.
L'acteur joue 8 fois par semaine, week-end compris. Au sommet de la hiérarchie des sociétaires, il touche 3 800 € par mois. Plus un cachet de 100 € par représentation. Dans ce décor du XVIIIe siècle, les acteurs de la Comédie Française ne sont pas les seuls à enfiler le costume. Depuis 28 ans, Michel Boyon grimpe le grand escalier d'honneur du Conseil constitutionnel. Ça, c'est la veste Cutby. Avant d'enfiler sa tenue d'apparat d'huissier de la République. Accompagné de la chaîne. C'est une médaille donc avec Marianne. Ça, c'est la touche finale. Ce qui fait que maintenant, je suis prêt. Les membres du Conseil constitutionnel. Bonjour à tous. Michel a travaillé avec Simone Veil ou Robert Badinter. Aujourd'hui, il assiste Laurent Fabius et les 8 autres juges suprêmes de la République, dont Lionel Jospin. Ils rendent une centaine de décisions par an. Nous allons d'abord entendre Maître Pivnica, avocat au Conseil, qui représente Madame Muriel Boll, partie requérante. Dans sa garde à vue de 1984, Muriel Boll, personnage clé de l'affaire du petit Grégory, avait accusé Bernard Laroche. Mais elle demande aux sages d'annuler cette garde à vue, qui à l'époque a eu lieu sans avocat. Comment ne pas éprouver une tristesse inextinguible devant la mort d'un enfant? En revanche, Muriel Boll, elle a été entendue en garde à vue sans aucune de ses garanties. Elle a sagement dit ce qu'on attendait d'elle, sans qu'on lui explique qu'elle avait le droit de se taire. Maintenant, nous allons entendre Maître Claire Vaquet, qui représente Monsieur et Madame Villemain, partie en défense. Maître, nous vous écoutons. Ce n'est pas une enfant, Muriel Boll. C'est une adolescente qui a 15 ans révolue. Elle n'est pas particulièrement naïve, pas particulièrement confiante. Elle dit à ce moment-là des choses devant les gendarmes qui l'interrogent tout à fait correctement. Qu'est-ce qu'elle dit, Muriel Boll, dans cette garde à vue? Vous savez ce qu'elle dit dans cette garde à vue? C'est que Bernard Laroche a enlevé le petit Grégory. Nous rendons notre décision publique le 16 novembre prochain à 10 h. L'audience est levée. Les sages et les 65 juristes dirigés par Jean Maillat, le secrétaire général, se prononcent sur tout type de loi. Égalité homme-femme, droit de grève ou encore fin de vie, en conformité avec ce texte, conservé comme une relique. Un exemplaire de la Constitution de 1958, avec ce sceau. Un sceau en cire. Et voici donc les premiers mots de la Constitution de 1958. L'immense bureau du président Laurent Fabius donne sur les jardins du Palais Royal. Quand je montre le site à des visiteurs étrangers, d'anciens collègues, tant où j'étais ministre des Affaires étrangères, leur réaction est toujours la même. Ah, la France. Laurent Fabius s'émerveille encore face à ce décor incroyable. Venez. Ça, c'est la salle à manger. La salle à manger. Et ça, c'est le grand salon qui est très beau. Derrière une tapisserie, les Monuments de France viennent de restaurer une salle, sorte de passage secret entre le Conseil constitutionnel et la Comédie Française. On murmure que les membres de la Cour des comptes, autrefois installés ici, passaient par cette pièce pour rendre discrètement des visites galantes aux comédiennes du théâtre. De l'autre côté du jardin, comme à travers un miroir, une autre institution, gastronomique cette fois. Le Grand Véfour, les mêmes dorures, rosaces, guirlandes de stuc et allégories alanguies, glorifiant le plaisir des sens. Allez, des plateaux, là, on débarrasse la faim, là. Allez, on y va. C'est dans ce restaurant qu'a été inventé il y a 200 ans le repas à la carte. Auparavant, il n'y avait que des tables d'hôtes avec menu imposé. On met un coup sur la 5, j'ai enlevé un couvert et il y a la trace qui reste. Sartre, Zola, Hugo, Bonaparte et Joséphine avaient leur table attitrée ici. Vous les vendez ? Voilà.
Ça sent bon, on est bien, en plus ça sent bon dans le restaurant. Ok, merci. Tous les 3 mois, Guy Martin, chef doublement étoilé et propriétaire de l'établissement, teste les recettes de sa nouvelle carte. Il manque un petit peu de vigueur, peut-être augmenter un peu le fruit de la passion, 1 ou 2 tours de poivre du moulin qu'on pourrait mettre en cuisine. Le carré d'agneau de Lozère, chouquel, perles de tapioca et baies de passion sera proposé à 99 €. Natif de Savoie, Guy Martin est arrivé ici en 1991. Quand j'ai poussé la porte là de ce grand Véfour, je suis tombé mais red dingue amoureux de cet endroit. Je me suis dit c'est juste incroyable. Avant le service, l'équipe déjeune à tour de rôle dans la salle classée. Ça fait 30 ans qu'on vit ensemble. Vous vous rendez compte? On a plus vécu ensemble qu'avec nos femmes. Et alors? Marc est premier maître d'hôtel. L'âge de la retraite approche. Je suis pas pressé, j'aime trop, quoi. J'ai trop aimé, j'ai trop passé de temps ici. Pour moi, c'était une vie, donc 33 ans. J'arrive maintenant à servir des enfants de clients que je servais à mes débuts ici. Voilà, il y a des rencontres incroyables. Monsieur Mastroianni, avec Sophia Loren, ici. Roger Moore, l'anniversaire de Roger Moore, tu te souviens aussi? Ah oui, ça c'était fantastique. Ça c'était super aussi. Son collègue Romain, chef sommelier, a aussi servi David Bowie, Madonna ou Sharon Stone. Alors, nous, pour les rencailles, il faut traverser la cuisine. 35 cuisiniers mitonnent des produits d'exception. Saint-Jacques, homard, Super belle truffe. caviar. La cave, elle, abrite 11 000 pépites. Hop là. Là, c'est les plus belles bouteilles qu'on peut trouver au restaurant Le Grand Véfour, avec toutes les Romanée Conti, la tâche. Ouais, sur la carte des vins, la Romanée Conti, ça coûte 21 000 €. Et la plus vieille bouteille du restaurant, elle a quand même déjà plus d'1 siècle. Celle-ci, c'est une bouteille de collection, elle vaut aussi 21 000 €. Au Conseil constitutionnel, c'est le jour du délibéré, dans ce qui fut le salon de la princesse Marie-Clotilde de Savoie. Valéry Giscard d'Estaing, ancien président de la République, est membre à vie. Après 3 heures de débat, rebondissement historique. Laurent Fabius et Jean Maillat vont rédiger le communiqué qui fera la une des journaux. Les sages donnent raison à Muriel Boll contre les parents du petit Grégory. Asseyez-vous. Bon, j'ai regardé là le projet de communiqué. Là, je suis en train de le terminer. Ça me paraît bien. Oui, là, dernier paragraphe, là, vous avez sous les yeux. Suivant les prévisions du Code procédural. Oui, oh, c'est un peu cryptique, effectivement. Oui. Enfin, non, mais c'est le mot prévision. C'est prescription. Voilà, les prescriptions. Prescription. La garde à vue de l'adolescente d'alors est déclarée anticonstitutionnelle. De l'autre côté du bâtiment, à la Comédie Française, se joue également un fait divers tragique, fictif cette fois. Jacques, le fabricant de soldats de plomb, et Claude sont venus en voisin applaudir Britannicus de Racine. Il a toujours le dernier mot, il a trouvé le truc là. Petit passage devant le fauteuil du malade imaginaire, dans lequel Molière a agonisé. C'est émouvant, non? Allez, Excité d'un désir curieux, cette nuit, je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes. Un cœur déjà charné. Laurent Stocker est Néron, empereur romain, en costume de ville. Tandis qu'il n'est point de romaine, que mon amour n'honore et ne rende plus vaine, qui dès qu'à ses regards... Certains soirs, tandis que le rideau se baisse sur la scène, comme le clamait un roman du XVIIIe siècle, si Paris est la capitale de la France, le Palais Royal, lui, est la capitale de Paris. Frédéric va passer la nuit en tête-à-tête
avec l'une des femmes les plus célèbres au monde, une certaine Mona. Là, il y a des gens qui paieraient pour être là, quoi. On se fait plaisir. On se fait les plaisirs du veilleur de nuit qui bosse ailleurs que dans un endroit un peu moche, un peu triste. Là, on est dans un super endroit, donc on profite. On a la paye d'un veilleur de nuit, mais on a des trucs en plus, quoi. Il y a toujours l'angoisse qu'elle soit pas là ou pas? Non. Non, parce qu'il y a des caméras, parce que s'il y a bien un truc qui va pas bouger, c'est elle. Il y a peu de chances qu'elle parte. Il y a peu de chances qu'elle parte. Depuis 30 ans, Frédéric passe ses nuits au musée. Il n'a jamais croisé de voleurs, ni même aperçu de fantômes. Il traque plutôt les fuites d'eau ou le moindre incident qui pourrait mettre en péril les œuvres. Je vous invite à voir un peu la partie un peu réservée au personnel. Alors là, on est dans le salon Napoléon III et on est précisément sur le balcon des musiciens, où les musiciens jouaient. Frédéric explore les 86 000 mètres carrés du Louvre depuis sa tendre enfance. Sa maman était elle-même gardienne ici. Quand il y avait les vacances scolaires et qu'il y avait la journée de fermeture du musée, elle me ramenait en même temps qu'elle et puis elle me lâchait dans le Louvre. Et je passais ma journée dans le Louvre à me promener tout seul. J'avais 12 ans, 11 ans. Ouais. Et je me souviens des gardiens en uniforme qui dormaient. Des images d'Épinal. Le Louvre, 35 000 œuvres exposées et 20 fois plus dans ses réserves. 10 000 ans d'histoire, du néolithique jusqu'au 19e siècle. Antiquités égyptiennes, sculptures françaises, bijoux et objets d'art, ou encore peintures flamandes, françaises ou italiennes, avec pour écrin l'ancien palais des rois de France. Ouvert en 1793, au lendemain de la Révolution française, c'est aujourd'hui, avec 10 millions de visiteurs annuels, le musée le plus fréquenté au monde, devant le British Museum à Londres et le Metropolitan à New York. Un titre de leader que le Louvre s'attache chaque jour à conserver, quitte à risquer la saturation. Cette famille de Montauban en vacances à Paris s'attaque pour la première fois au mastodonte, avec 2 ados et une petite fille de 10 ans. C'est Mars. Est-ce que tu te souviens de quoi est-ce qu'il est le dieu? Regarde, en indice, il a quelque chose sur la tête. C'est en fer. Presque. Mais t'as raison, il est armé. Oh, je crois qu'il fait la guerre. Je crois que c'est le dieu de la guerre. Ouais. Mais ouais, le dieu de la guerre. Mais je te remercie d'oser participer parce que ça, c'est super. Alors, c'est très, Pour très 26 € par adulte et 9 € par enfant, ils se sont offerts une visite guidée. Les pièces rapportées, ça se perd. On se rend compte que c'est la façon de capter les enfants. Capter les enfants, pour nous instruire, tout le monde était perdu. On s'était parti au hasard dans des salles sans rien comprendre. Pour voir toutes les œuvres, à raison de 30 secondes par œuvre, il faudrait y passer 2 mois et demi. Alors que ça vous plaît? Alors la famille a choisi la formule Bienvenue au Louvre, soit le tour des stars du musée en seulement 1h30. Le grand sphinx sculpté en Égypte 2600 ans avant Jésus-Christ. La victoire de Samothrace, cette sculpture grecque monumentale d'une femme à la proue d'un navire. Le radeau de la Méduse, un tableau de 5 mètres sur 7, peint par Géricault au 19e siècle. Ou encore, la Vénus de Milo. La déesse grecque est la 2e œuvre la plus admirée du musée. Et si vous regardez bien, alors bien sûr, choses qui sont un peu cassées, mais si vous regardez ses oreilles, on peut deviner qu'elle portait des boucles d'oreilles. Si vous regardez sa chevelure nouée avec ce beau chignon, vous voyez qu'il y a des petites vaguelettes. Elle a les cheveux ondulés, puis d'un coup c'est tout droit, tout plat.
Il lui manque certainement un diadème, une petite couronne en métal. Alors je vous propose d'aller dans la salle qui est face à vous. Vous allez voir, elle est sublime. Je vais vous montrer où est la Joconde. Vous allez bien regarder si elle vous joue des tours, si elle vous regarde, si elle vous suit des yeux, si elle n'a pas perdu son sourire. Et moi, je vous attendrai juste derrière. Donc, n'ayez pas peur, elle n'est pas toute seule. Derrière sa vitre blindée et quelques appareils photo, le regard de Mona Lisa hypnotise. Quand on la voit sur les photos, elle nous suit du regard. L'imaginer comme ça, oui. On la voit souvent. On la voit beaucoup. On imagine moins la foule. Bon, voilà. Moi, je pensais pas qu'elle allait avoir autant de monde pour une peinture. Le tableau le plus connu au monde est aussi l'un des plus fragiles. Son écrin de verre le maintient à température constante. Avec le temps, cette peinture sur bois présente une fente quasi invisible qui aujourd'hui atteint presque le visage. Pour cette raison, le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci ne quitte jamais le Louvre. Une exclusivité qui attire le monde entier. 7 visiteurs sur 10 sont étrangers. Qu'est-ce que vous venez voir? Mona Lisa, évidemment. Le top du top. Mona Lisa. L'incontournable, c'est Mona Lisa. Sans hésiter, Mona Lisa. À la tête d'une équipe de 1200 gardiens et agents de sécurité, cette année, Leïla fait face à une affluence jusque-là jamais enregistrée. Oui, tout se passe bien. Vous pouvez me récupérer la signalétique Vigipirate qui est là-bas? Je sais pas pourquoi elle est là-bas. Pour la première fois, la direction refoule les visiteurs sans réservation. Tout se passe bien? Vous avez les informations? On vous a dit que la porte des Lions était ouverte? Pour l'instant, l'information que vous devez diffuser aux visiteurs, c'est vraiment de se rendre sur le site internet. Il reste beaucoup de place. Il y a beaucoup de créneaux libres sur la journée d'aujourd'hui. Très bien, madame. Ce qui est pareil, en fait, c'est vendu. Il n'y a déjà plus rien. Vous allez être obligé d'aller chercher un ticket sur internet. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Pour éviter les embouteillages, les visiteurs sont priés de réserver en ligne et de revenir plus tard. Tant pis, on va aller faire du shopping, manger un truc, et on viendra à midi. Je suis en train de réserver mes billets, là. Ces touristes désorientés à l'entrée du musée sont des proies idéales pour les vendeurs à la sauvette malveillants. Comme ces deux jeunes, au t-shirt rouge et gris. Ils récupèrent à la sortie du musée des billets dans les poubelles pour les revendre comme s'ils étaient neufs devant l'entrée principale. Une vingtaine d'euros. Vous pourrez passer au pilier central pour récupérer les bracelets pour les montrer aux équipes. Leïla tente de contrer l'arnaque. Alors on est en train de tester, donc c'est vraiment une phase de test. L'utilisation de billets sous forme de bracelets, en fait, qu'on puisse le mettre autour du poignet et qu'il soit utilisé par l'acheteur uniquement. Donc on a débuté hier, c'est en test pour 1 mois. Le musée peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes par jour. C'est un défilé ininterrompu, de l'aube jusqu'au crépuscule. Sauf un jour par semaine. Le mardi, le Louvre ferme ses portes au public et prend un tout autre visage. Aujourd'hui, 4 stèles vieilles de 2000 ans rentrent de voyage après 3 mois passés à New York pour une exposition temporaire. Et si vous pouvez mettre debout pour que je puisse voir l'arrière. Oui, bien sûr. Juste ça. Georges est le régisseur des antiquités orientales. Vous allez me dire. À l'aide de photos prises avant le départ, il constate que cette œuvre en pierre déjà fendue n'a subi aucun nouveau dommage pendant le voyage. En cas de problème, il fera jouer les assurances. Il y a bien... Il doit y avoir un numéro d'inventaire sur le côté. Non, c'est bon, il y en a sur les deux. Les moments les plus critiques d'une œuvre, c'est justement les installations, les mouvements. C'est pour ça qu'on évite de prêter les œuvres les plus fragiles, parce que tout mouvement met en danger l'œuvre. Attends, on y va 3, vas-y.
L'année dernière, 936 œuvres ont été prêtées, mises à disposition gratuitement. Voilà, là c'est parfait. En France, les collections nationales sont inaliénables. Le Louvre n'a le droit ni de louer, ni de vendre ses œuvres. En revanche, pour conserver son titre de musée le plus visité au monde, il enrichit sans cesse ses collections. Donc 1,50 m de chaîne. Alors 1,26 après ça fait descend 3... Je pense qu'il faudrait la première corniche blanche en dessous des rayures. Dans l'aile Richelieu, un lustre du XVIIIe siècle fait son entrée. Boris, t'as accès au moufle ou pas? Carole, la régisseuse des objets d'art, supervise son accrochage dans le cabinet turc du comte d'Artois. Là, il est bien éclairé, il brille de tous ses feux. Puis ça finit d'habiller la pièce. Le lustre en cristal et bronze doré, qui provient d'une collection particulière, a été restauré, entièrement électrifié. Pour l'installer, une dizaine d'employés du musée sont réquisitionnés. Doreurs, éclairagistes, tapissiers. Non, justement, Boris, t'as accès là avec ta main ou pas? Ils font partie de la centaine d'artisans d'art employés du Louvre. Stéphane est installateur, ici depuis plus de 10 ans. Vous avez déjà touché à la Joconde? Ouais. Mais bon, bah alors oui, c'est quand même spectaculaire, mais bon, oui, alors oui, dans la famille, oh, il a touché à la Joconde, formidable. Mais bon, non, après, j'étais aussi ému de toucher justement le radeau de la Méduse. Hein. L'an dernier, 113 pièces sont venues enrichir les galeries du musée. On verra la réaction du public dès mercredi, la réouverture des salles. Voilà. C'est une famille de collectionneurs qui a offert ce lustre au musée. Il n'a donc rien coûté. Pour ce tableau du XVe siècle, l'Assomption de la Vierge de Josley Franks. En revanche, il a fallu débourser 1 300 000 €. La facture a été réglée par une association de mécènes. Le musée, lui, prend en charge les 6 à 9 mois de restauration de l'œuvre. Une opération minutieuse menée par Nathalie Pincas, restauratrice depuis plus de 30 ans. On passe des jours et des mois sur une œuvre et vraiment on apprend à la connaître, à découvrir sa technique, parfois l'intention du peintre. C'est un lien très fort. On a par exemple le Saint Thomas tient la ceinture de la Vierge. Et j'ai découvert le bout de la ceinture là, qui était couverte par un repeint. Donc il y a une toute petite tache rouge, là c'est le bout de la ceinture. Avant de passer entre les mains de Nathalie, l'œuvre a subi une batterie d'examens. Radiographie, infrarouge, rayons UV. Sous UV, sous rayonnement ultraviolet. Et ça nous montre la fluorescence du vernis, en fait. Des outils qui lui ont permis d'identifier une zone mystérieuse dont elle veut parler à Sébastien Allard, le directeur des peintures du Louvre. Alors, où on en est depuis la dernière fois dans l'allègement? Je poursuis l'amincissement de vernis. On se pose quand même des questions sur le brin qui est sur ce verre au cuivre. Donc le manteau est vert à l'origine? Oui. Et donc, on a cette couche brune. Ça pourrait être un repeint, mais ça, j'aimerais bien que le laboratoire fasse une investigation. Oui. Grâce à de petites traces, Nathalie soupçonne qu'à l'origine, la cape était vert pomme. Si elle a été repeinte des années après sa création, elle devrait en principe être décapée afin de retrouver sa couleur initiale. Mais parfois, le résultat surprend.
Il y a des œuvres, on les a toujours vues avec un vernis jaune, etc. Et quand on les restaure, ça a été le cas des Noces de Cana. Quand elles ont été restaurées il y a une vingtaine d'années, vous y aviez travaillé d'ailleurs, tout d'un coup, le public s'est dit « Ah non, mais attends, il y a eu des petites polémiques parce que qui sont complètement passées aujourd'hui. » Acquisition, restauration ou frais de fonctionnement, le Louvre a dépensé 260 millions d'euros en 2018, alors qu'il doit faire face à la baisse des dotations publiques. Malgré les recettes importantes de la billetterie, 87 millions par an, il a dû se mettre à faire du charme, même au plus petit portefeuille. Sur la droite, ouais. Depuis 5 ans, Grégory et son compagnon sont devenus des mécènes. Cette pyramide, c'est vraiment toujours aussi beau. Aujourd'hui, ces 2 cadres de banque passionnés d'histoire sont venus d'Aveyron pour une soirée privée. Bonsoir, messieurs. Bienvenue. Merci. Le Louvre offre à tous les donateurs d'au moins 500 € une visite en petit comité, avec concert privé au milieu des sculptures françaises et vue imprenable. La pyramide d'un côté, la tour Eiffel en arrière-plan, enfin, franchement, c'est ce qu'on peut dire un moment privilégié. Il y a un an, le Louvre a lancé un appel aux dons d'1 million d'euros pour la restauration de l'Arc du Carrousel, érigé ici par Napoléon, à son retour d'Austerlitz. Grégory a donné 500 €. Les 2 tiers des dons sont déductibles des impôts. Est-ce que c'est juste pour l'avantage fiscal? Non. Non, pas du tout. Je pense que c'est même plus pour des moments comme on vit ce soir que pour l'avantage fiscal. Le Louvre, c'est une image internationale, donc il faut qu'on arrive à préserver tout ce qu'on a, même l'enrichir. Et privilège ultime des 4500 donateurs. Tu te vois? Oui. Je te vois. Avoir son nom sur les murs du musée. Ici. Pas très loin du prince de Monaco. Hein. Vous pensez un jour avoir votre nom écrit dans le Louvre? Non. Non. Et après, c'est pas le plus important. Je pense que c'est vraiment pas le plus important. Le Louvre a ses bienfaiteurs. Il a aussi ses anges gardiens. Montez. Chaque matin, les sapeurs-pompiers du musée passent le test de la planche. Moi, j'ai pas peur que c'est nom de service chef d'équipe module 2. Montez. Si un de nos personnels ne monte pas à la planche, il ne peut pas rester au sein du Louvre dans notre compagnie, il sera relevé. Et qu'il est renvoyé sur le champ. Pas sur le champ, mais il sera renvoyé dans les heures qui suivent. Au minimum 13 pompiers sont présents 24 heures sur 24. Quand ils sont d'astreinte, ils résident dans des appartements du musée, avec salon, salle à manger et dortoir. Romain, 39 ans, a intégré la brigade il y a 4 ans et demi. Au début, on a des étoiles dans les yeux. Et puis assez rapidement, en fait, on fait plus attention qu'on dort dans le musée. On s'en rend compte de temps en temps ou quand on en parle à notre famille. Mais généralement, en fait, on fait plus gaffe. Dans un musée, les flammes ne pardonnent pas. Il y a un an, au Brésil, un incendie a détruit 90% des collections du Musée national de Rio. Ils ont changé les tableaux, là. Difficultés supplémentaires pour les pompiers. Interdiction d'utiliser leurs lances. En cas de menace, ils doivent tout déménager. À tous les points stratégiques du musée sont dissimulés des kits d'urgence. Ça, c'est les petits coussins. Quand on vient évacuer une œuvre, donc les petites statuettes, selon nous, les formations qu'on a subies, en fait, les conservateurs vont nous dire, bah voilà, cette statuette, il va falloir la mettre dans 2 petits coussins, donc on en met un comme ça. C'est comme un bébé, en fait. Il faut vraiment venir les choyer au maximum, quoi, et éviter les chocs. Comme là, vous avez des cales. Si jamais vous avez une fuite d'eau, en imaginant que là vous avez un tableau, des fois on a juste à décaler le tableau et à venir le caler à un petit coussin de mousse pour que l'eau ruisselle derrière et non sur le cadre. Depuis quelques jours, la priorité de la brigade du musée, des travaux de rénovation sur le toit. Pour éviter un incendie comme à Notre-Dame, inspection minimum 2 fois par jour. Bonjour. Ça se bien, pouce? C'est bon. 28. Vous vérifiez quoi avec cet appareil?
la température, ce qu'ils ont soudé en fait, et pour voir justement si la température descend et donc s'il n'y a pas un feu qui couvre, quoi, parce qu'en dessous, il y a énormément de bois. Qu'est-ce qui est prioritaire, une personne ou la Joconde? Une personne, toujours. Voilà. Ça reste un tableau. Voilà. Même si ça a son importance historique, ça reste un tableau et une personne, ça sera toujours plus importante. Voilà. Au Louvre, l'entretien est permanent pour les parties qui datent de l'époque des rois de France, comme pour les plus récentes. Tous les mois, avec son robot nettoyeur, Mathieu vient de Bayonne pour astiquer la vitrine du musée. C'est comme un joystick de jeu vidéo, avancé, reculé, gauche-droite, et quelques interrupteurs en fait pour activer la brosse, l'essuie-glace et la pression d'eau. Je suis actuellement le seul à pouvoir le piloter. Ce robot a été créé sur mesure. Il faut 4 jours à Mathieu pour nettoyer 2000 mètres carrés de verre. Ça coûte cher un robot comme ça? Alors j'ai pas le prix en tête exact, mais je pense que ça vaut une très belle voiture de sport. Oui. Des dépenses pharaoniques pour soigner l'image du musée et gagner la bataille des réseaux sociaux. L'ancienne résidence royale est actuellement le musée le plus instagrammé au monde. En mai dernier, le fondateur de Facebook s'est lui-même photographié avec sa femme. Un selfie aimé 433 000 fois. Pour devenir une marque cool, l'institution publique adopte une communication débridée. Et elle n'a jamais peur d'en faire trop. Elle loue ses galeries à des superproductions américaines, à des marques de mode pour des défilés. Dernièrement, le musée s'est associé au géant américain Airbnb. Pour 200 000 € payés au Louvre, le site de location a organisé un jeu concours. Les vainqueurs ont dîné devant la Joconde et dormi sous la pyramide. Cette année, le plus gros coup de com' du musée est d'avoir vendu son image à Beyoncé et Jay-Z. Les deux superstars se sont offerts pour quelques milliers d'euros les plus grands chefs-d'œuvre. Un clip visionné 183 millions de fois. Le Louvre veut attirer des visiteurs qui ne venaient pas jusque-là au musée. C'est pour ce public qu'il organise chaque premier samedi du mois une nocturne. Il y en a une, deux, on est 4. Super, merci. Montrez-moi les réservations. Il suffit de s'inscrire sur Facebook et c'est gratuit. Bonsoir, on a réservé pour 18h15. Fatia, responsable dans une agence de nettoyage dans l'Essonne, a obtenu des places pour ses 2 filles et sa sœur Myriam. Ce sera tout de suite à gauche. Entendu, merci. Merci. Vous êtes déjà venu au Louvre ou pas? Étant jeune, très plus longtemps. Quand on était toute petite avec le centre de Versailles. Ouais, et ça remonte à super longtemps. On a tellement plus le temps maintenant que... Je serais bien sur mon canapé avec les feux de l'amour, moi je te le dis, moi. Les feux de l'amour, tu déconnes. Ah non. Myriam n'a pas été facile à convaincre. Elle n'est pas très familière des musées. Tu peux prendre des photos dans les filles quand même? Oh le fond. Oh mince, pas touché. Il y a un autre rassemblement là-haut, on va aller voir. Une soirée en petit comité. Le musée ne distribue que 3000 places. Pour séduire ce public novice, des comédiens en costume ont été embauchés. Je suis Lisbeth. Oui, Lisbeth, c'est ça. Ferdinand cherche tellement à me rendre heureuse. Qui sont ces étranges personnages? Que leur est-il arrivé? Les visiteurs doivent résoudre une énigme. C'est pas cet endroit. Du fil d'or, note. On se prend un cahier, on va en prendre copie sur un seul, hein. Tu notes? C'est comme ça, on fera au propre sur l'autre. Ouais. En réalité, un prétexte pour les faire déambuler dans les allées et attirer leur attention sur les œuvres. Ah, l'époque a changé, hein. Heureusement. Non, parce que du long, à ce point-là, ça craint quand même. Puis c'est chaud. C'est joli. Contrairement à Ina qui dit que c'est pas joli. Si. Toi, t'es trop swaggy, c'est pour ça. Bon. Après 2 heures de visite, le jeu est terminé. Alors, est-ce que vous étiez loin ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ni Fatia et sa famille, ni aucun autre visiteur n'a résolu l'énigme, mais peu importe. Verdict de cette soirée. Ah, sympa. Ça change des... À refaire. À refaire avec une petite activité comme ça, c'est quand même sympa. Ça change de quoi? Ça change du côté... Du samedi soir devant la télé. En fait, c'est beaucoup d'œuvres qui sont magnifiques et qui inspirent beaucoup de choses. Grâce à ces opérations séduction, la fréquentation du Louvre reste toujours aussi jeune. Un visiteur sur deux a moins de 30 ans.